Il avait 82 ans. Barack Obama a été assermenté lors d'une cérémonie intime à la Maison-Blanche. Son investiture publique aura lieu demain. 25 nouveaux corps auraient été découverts sur le site de la prise d'otage en Algérie. Le Canada a évacué la plupart de son personnel diplomatique de son ambassade au Mali. Les plongeurs se préparent à repêcher une voiture dans la rivière des Outaouais. Une mère et son fils manquent à l'appel. Un gratte-ciel a été endommagé par une grue déplacée par le vent au centre-ville de Montréal. Vous êtes à RDI. Rien ne peut vous rendre de mauvaise humeur pendant l'événement Gardez le sourire de Ford. Parce que nous payons vos 3 premiers paiements aux 2 semaines. De plus, obtenez 0% de financement à l'achat ou jusqu'à 7 500 $ en rabais et jusqu'à 3 000 $ si vous recyclez votre véhicule. Seulement chez vos concessionnaires Ford. Dans la vie, c'est juste les autres qui sont malhonnêtes. Ça, on sait ça. Mais mettons que de l'argent tombe du ciel ou des poches de quelqu'un. Le gardez-vous ou Cas de conscience, c'est le 28 janvier 20h sur RDI. Bonjour mesdames, messieurs. Tout d'abord, rappelons que l'animateur et commentateur sportif Richard Garneau est décédé tôt ce matin. Il avait 82 ans. Il a succombé à des complications survenues à la suite d'une chirurgie cardiaque à l'hôpital Royal Victoria de Montréal. Reconnu pour sa maîtrise de la langue française, il aura accompagné des générations et des générations de partisans dans une foule d'aventures olympiques et de la conquête de la Coupe Stanley. Richard Garneau est entré à Radio-Canada en 1957. Il y a passé 33 ans. Il a fait partie des pionniers du journalisme sportif québécois tant à la radio qu'à la télévision. Il y a été tour à tour annonceur, animateur, journaliste et reporter, présentateur, descripteur et narrateur. Dans un extrait d'entrevue avec Bernard Derome, il parle de ses tout débuts au service des sports de Radio-Canada. Le service des sports où il n'y avait que le Cavalier et Bailly à ce moment-là m'a fait une offre que je n'ai pas pu refuser parce que là, on m'a laissé miroiter tout ce qui s'en venait. Là. Les Jeux olympiques, les grands Jeux panaméricains, les Jeux du Commonwealth, du Canada et tout ça. Et là, ça supposait que j'allais pouvoir voyager, ce que j'avais toujours souhaité, parce que moi, en fait, je voulais voyager, je voulais faire le tour du monde. Alors, à un moment donné, ben là, comme le service allait prendre énormément d'ampleur, mais il faut dire que quand j'y suis entré, le service des sports était aussi service sport et reportage, dont faisait partie René Lévesque à ce moment-là aussi. Et tout naturellement, le départ de Richard Garneau suscite de nombreuses réactions. Son collègue Louis Hardy, qui a travaillé avec lui pour la première fois dans les années 90, explique que pour lui, Richard Garneau est un modèle. Et je l'ai vu comme tout jeune homme, tout jeune comme commentateur sportif, et c'était le standard. Comme l'a dit Claude Quenneville tantôt, oui, c'était le phare. Si on voulait embrasser cette profession, c'était l'homme qu'il fallait imiter. Et moi, je dois vous dire, son amour, il y a eu plusieurs amours dans sa vie. Il y a eu l'amour du sport tout d'abord, il y a eu l'amour de la langue française. Il s'est toujours exprimé d'une façon absolument impeccable, qu'on peut lui envier. Il y avait l'amour des athlètes. Un authentique, quelqu'un qui parlait super bien, il s'informait bien, un vrai journaliste, quelqu'un qui savait son dossier. C'était la compétence, son élégance, son professionnalisme. Tout le monde aimait Richard Garneau. Il connaissait le sport, il connaissait ce qu'il écrivait. Donc je pense qu'il a vulgarisé beaucoup ce que les amateurs voulaient voir. Je trouve que c'est une grosse perte pour le Québec. Toutes nos condoléances donc à la famille Garneau. Maintenant, dans le reste de l'actualité, le président Barack Obama a prêté serment devant le juge en chef de la Cour suprême américaine, ce qui marque le début officiel de son deuxième mandat. La cérémonie a été très brève et elle s'est faite en présence de la famille du président. Un peu plus tôt, le vice-président Joe Biden s'était prêté au même exercice. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues demain sur l'esplanade du Capitole pour la partie publique de l'investiture et ensuite le traditionnel grand bal du président. En Algérie, 25 nouveaux corps ont été retrouvés sur le site gazier d'Ain Amenas où s'est terminée hier la prise d'otages. Alger ne peut préciser s'il s'agit d'otages ou d'assaillants. 5 ravisseurs auraient aussi été arrêtés aujourd'hui dans les environs du complexe. Pendant ce temps, le leader du groupe des signataires parle sans
Mokhtar Belmokhtar a officiellement revendiqué l'attaque. Il se dit prêt à négocier avec les pays occidentaux si les bombardements cessent sur le nord du Mali. Le candidat à la direction du Parti libéral du Canada, les candidats plutôt s'affrontent lors d'un tout premier débat aujourd'hui à Vancouver. Jusqu'ici, Justin Trudeau fait figure de favori dans cette course à 9 pour succéder à Michael Ignatieff. Parmi les candidats qui occupent actuellement un siège à la Chambre des communes se trouve aussi le député québécois Marc Garneau et Joyce Murray de la Colombie-Britannique. Les 9 aspirants chefs n'auront que 2 heures pour aborder des thèmes comme les relations avec les Autochtones et la collaboration avec le NPD. Côté Québec, maintenant, la course à la direction du Parti libéral du Québec se transporte plutôt cet après-midi dans la vieille capitale où débute en ce moment même un second débat entre les 3 candidats en lice. Pierre Moreau, Philippe Couillard et Raymond Bachand discuteront des thèmes de la gouvernance, de l'éthique et du fédéralisme. Le premier débat avait donné lieu la semaine dernière à des échanges somme toute cordiaux. Le prochain leader du PLQ sera nommé lors du congrès à la chefferie du 17 mars. Il est possible de regarder en direct ces débats à partir de notre site web, le site Internet de Radio-Canada. Voilà donc pour l'essentiel des nouvelles. Nous allons retrouver maintenant Louis Lemieux et ses invités pour une émission toute spéciale sur le décès de notre collègue Richard Garneau qui nous a quittés ce matin, je rappelle, à l'âge de 82 ans. C'est peut-être mon chant du cygne, c'est peut-être mes derniers Jeux olympiques. Toute belle chose a une fin. Mais je dis ça depuis déjà 12 ans. J'espère pouvoir continuer quand même. Ici Louis Lemieux à Montréal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale au cours de la prochaine heure pour souligner le décès de Richard Garneau. J'ai envie de commencer en disant que nous sommes en deuil. Nous, c'est pas mal tout le monde. Radio-Canada, dont il était un prince. Le monde des médias, dont il était un des plus grands, un monument même. Mais les amateurs, les auditeurs, les téléspectateurs, comme Joël Lebigot nous le disait si bien un peu plus tôt aujourd'hui, nous sommes tous en deuil aujourd'hui. Autour de moi, plein de gens qui n'ont pas besoin de présentation et à qui je vais demander tout de suite de me parler de Richard Garneau. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Paul, lorsqu'on s'est parlé ce matin, on sentait, même si on savait depuis 2 semaines, la plupart des gens autour de la famille savaient qu'il était à son plus mal et qu'il n'en sortirait peut-être pas, mais ça a quand même touché tout le monde au cœur. Ah, moi, écoutez, on est passé midi et j'ai appris la nouvelle vers 7h30, 8h ce matin. Et ce que je disais à ma femme notamment, parce que Francine, ma femme, l'a bien connu aussi, et je disais, on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas au fait que Richard ne soit pas avec nous. Savez-vous pourquoi? Parce que généralement, quand on pleure la mort d'un proche qui a atteint ce qu'on appelle un certain âge, on se dit il est normal que la personne le quitte et on pense à cette personne dans tout ce qu'elle a accompli dans sa vie professionnelle. Mais Richard, c'est comme s'il nous quittait à 30 ans, 40 ans, 45 ans. Richard, on projetait à l'avant les Jeux de Sochi qui sont dans à peine 13 mois et on projetait même, et je pense que Claude va être d'accord avec tout le monde, Le Brésil. le Brésil, Oui, 2016. Il en parlait. Il en parlait. Et on se dit, voilà où se situe la tristesse, matin la douleur. On le croyait vraiment immortel. C'est un homme extrêmement polyvalent. J'ai dit un prince de Radio-Canada, on s'entend tous là-dessus. Oh, oui, absolument. Et un exemple, Oui. et un monument. Oui. Mais il travaillait encore il y a quelques semaines, le matin, le samedi, avec autant de fougue, d'entrain, de plaisir, de bonheur. Le matin même, où il est entré à l'hôpital, il était avec le bigot. Et j'ai une petite anecdote qu'on m'a racontée. Savez-vous ce qu'il a dit au chirurgien au moment où on l'a amené à la salle d'opération, il y a donc quelques semaines? Il a dit « Remettez-moi sur pied, je dois aller à Sochi. » C'est ça qu'il a dit. C'est probablement parmi ses dernières paroles. Alors oui, pour lui, les Jeux olympiques, c'était important. Et oui, il rêvait encore d'y aller. 23 Jeux olympiques, 23 années de soirée du hockey. Monsieur Potier, 23 années de soirée du hockey. C'est un bail. Non, moi, vous savez, je suis arrivé ici à Radio-Canada à Montréal lorsque Richard a quitté pour un autre réseau en 1990. Il avait 60 ans. À 60 ans, la plupart de mes amis ne songent qu'à la retraite. Et déjà, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Et Richard me parlait parce que j'ai succédé à Claude à la description, immédiatement succédé à Claude à la description des matchs de hockey à la radio. Et Richard était venu me parler après 2 ou 3 mois là, de description de match.
Puis il était venu me voir, puis il m'avait parlé avec tellement d'enthousiasme, je t'ai écouté, puis etc. Et là, je me disais, ben, il me reste quoi à apprendre. Ah, c'est Richard Garneau pour qui j'éprouvais des sentiments qui s'approchaient de la vénération. Et c'est pour ça que j'ai mis plusieurs années avant d'accepter les invitations à sa table et tout. Il représentait pour moi un inatteignable. De toutes les entrevues qu'on a pu faire et entendre aujourd'hui, on remarque que dans la vie, Claude, il était comme ce bonhomme qu'on écoutait à la radio et qu'on voyait à la télé. Un grand monsieur. Mme Payette a dit un gentleman. Un gentleman, mais qui avait un sens de l'humour incroyable. Mais vous avez parlé aussi de sa polyvalence. Moi, j'aimerais revenir plus loin en arrière, alors que ces jeunes-là étaient encore aux couches, ou presque. Oui, Pépé. C'est ce que je vais garder. Quand Churchill est mort, ça c'est en 1965, je pense, à cette époque-là, les journalistes n'allaient pas à l'antenne. C'était des annonceurs. Alors quand Churchill est mort, quand Churchill était d'abord souffrant, on a dit que Churchill devrait mourir cette semaine. On a demandé à toute une équipe d'annonceurs, avec Garneau, Nadeau, Fauteux, Wilfrid Lemoine, plein de monde, de se rendre à Londres au cas où Churchill meurt. Il est mort un mois plus tard. Ils sont tous restés là. Les histoires que Garneau nous racontait là-dessus, c'est absolument extraordinaire. Mais c'était un raconteur, un homme qui aimait nous parler de son époque et comparer les époques aussi. Et à chaque fois qu'il prenait la parole, on était tous accrochés à ses lèvres parce qu'il le faisait avec tellement d'humour et d'humilité aussi. Vous parliez de Nadeau. Je vais faire une petite parenthèse, si vous le permettez. C'est un grand ami. Justement, Pascal, la fille de Pierre Nadeau, vient de nous, tout juste là, avant d'entrer en nombre, nous faire parvenir une lettre qui sera dans les journaux demain. Il serait trop long pour moi de la lire. On est en train de s'arranger pour la mettre en ligne. Mais pour vous donner une idée quand même de l'époque et de ce que vous venez de dire. Pierre Nadeau qui écrit en nous disant qu'il était incapable de nous en parler, mais qu'il voulait qu'on sache. Il dit « C'est une longue amitié qui vient d'arriver à son terme. Je connaissais Richard Garneau depuis près de 60 ans. Nous sommes entrés à Radio-Canada presque au même moment, en 1957. Il arrivait de Québec et moi de Rimouski, où j'avais passé un an à faire mes gammes d'annonceurs. Annonceur, c'est le terme générique par lequel on nous désignait, nous, les voix de Radio-Canada. Richard Garneau était l'incarnation même de cette espèce aujourd'hui disparue. C'est tellement vrai, ça. Il avait tout ce que le métier requérait. La voix, la diction impeccable, la capacité d'improviser et un intérêt réel pour le théâtre et la musique. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin, où il dit, il a fait le grand saut à la perche, parce que là, il était question d'athlétisme, et il est disparu quelque part dans le ciel entre deux nuages nimbés de lumière. Bon vol, Richard, mon ami, tu vas me manquer énormément. C'est signé Pierre Nadeau, vous allez pouvoir lire ça le plus tôt possible sur le web et demain dans les journaux. Les deux ont pris des cours de théâtre avec M. François Roset, à l'époque. Et ils devaient répéter une scène où il y avait quelqu'un qui devait donner une baffe à l'autre. Et c'est Pierre qui recevait toujours la baffe de Richard. Et quand les deux racontaient, ils disaient « Oui, tu me faisais pas mal. » Mais c'était assez amusant. On a un bon moment à jaser ensemble, à se rappeler, à se souvenir et à souligner l'importance qu'il a eue aussi et qu'il avait toujours, voilà, quelques semaines à peine. Je l'ai vu sortir de la maison de Radio-Canada, probablement ce matin-là, voilà, un samedi, à peine voûté, là. Droit comme un lit. Oui, à 6 pieds 4. Ouais. Il touchait à peine à la rampe, puis il venait de finir son émission, puis il était de bonne humeur. Il se vantait de ne plus avoir 6 pieds 4 pouces. Il disait parce que, à cause de mes articulations, on m'a diminué à 6 pieds 2 pouces maintenant. mais permettez qu'on se joigne, ou que se joigne à nous, M. Alain Goldberg, qui est dans nos studios de Québec. M. Goldberg, bonjour. Bonjour. Décrivez-moi Richard Garneau comme seul Alain Goldberg est capable de faire. Alors écoutez, décrire Richard, c'est très difficile. C'est surtout un grand homme, un homme aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, non seulement pour ce que les téléspectateurs ont pu voir, mais pour la personne et pour les gens qui ont eu la chance de le fréquenter, comme Ken Gill ou comme d'autres, comme Serge Arsenault ou comme Le Bigot, qu'il connaissait très bien. Et il est évident que ces gens-là vont vous raconter des anecdotes tout à fait truculentes et drôles et amusantes, parce que c'était un homme très joyeux dans la vie. Vous êtes en train de me dire que vous n'en avez pas, vous, d'anecdotes? Si, bien sûr, j'en ai plusieurs même. Mais je vous dirais que dans le moment, je suis encore sous le coup de l'émotion et j'ai du mal à faire ressortir ces anecdotes-là. Il y a 3 semaines, on travaillait encore ensemble. On planifiait ensemble d'aller faire les Jeux de Sochi.
on était très heureux. Johnny Rochette était venu nous rejoindre au studio et évidemment on n'attendait pas que ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé arrive. Alors c'est un choc encore, je veux dire. Il avait encore, et les autres à table vont en parler, il avait encore cette passion, à chaque fois qu'il prenait le micro le matin, le samedi avec Joël, quand il décrivait avec vous, mais ce qui nous dépasse, ou en tout cas ce qui nous impressionnait toujours, c'est qu'à côté de vous, il y avait l'air du meilleur descripteur de patinage artistique au monde. Mais au hockey, c'était pareil. En athlétisme, c'était pareil. Et tout ce qui touchait, c'était une spécialité, on dirait, dont il était le seul à connaître le secret. Alors, en fait, sans dévoiler son secret, ce qui était son grand secret, c'était sa générosité due à sa connaissance. Il savait pratiquement tout des questions qu'il posait. C'est-à-dire qu'il posait une question, mais il connaissait déjà la réponse. Mais en plus, c'est-à-dire qu'il faisait valoir l'autre. Il mettait en avant la personne avec qui il travaillait. Et quand nous commentions le patinage, il me donnait énormément d'espace pour pouvoir communiquer avec les gens, pour raconter le patinage avec le style comme je le fais. Et c'était pas évident pour un homme qui savait autant de choses et qui avait aussi peu de place à l'intérieur. Il était d'une générosité immense. Et je crois que la majorité des analystes qui ont travaillé avec lui pourront vous dire la même chose. Comment, lorsque vous avez appris la nouvelle, comment vous avez imaginé le prochain événement de patinage sans lui à vos côtés? Alors je vous dirais, je ne l'ai pas imaginé. J'ai suivi pas à pas comment Richard allait, au jour le jour, tous ces derniers jours. Et évidemment, j'espérais. Tout ce que j'espérais, c'est qu'il s'en remette, que dans quelques semaines, dans quelques mois, il allait pouvoir à nouveau être sur ses pattes et être à nouveau là et qu'il serait avec moi à nouveau pour décrire le patinage. Alors, il est évident que c'est quelque chose que j'imagine pas encore et ça va être très difficile, c'est plus que certain. Il me dirait, il faut que tu continues, il faut que tu le fasses bien, il faut le faire et le métier c'est de faire. N'oublions pas que quelques semaines avant son décès, son fils Jean est décédé et il a tenu à aller en ondes tout de même à l'émission de Joël. Il disait que c'était comme une mission, accomplir le travail pour lequel on est fait et le faire au mieux de ce qu'on est capable. En fermant les yeux, en pensant à lui, vous le voyez où, quand, faisant quoi, comment? Je le vois en train de nous regarder et en train de nous dire continuez, faites-le et faites-le bien. Merci beaucoup, Alain Goldberg. Merci. Vous le voyez comment? Mais quand tu dis faites-le bien, pour moi, c'est ça, Richard. Et j'ai une anecdote qui revient, écoutez, c'est loin, les Jeux olympiques de Séoul en 1988. Ben Johnson, on s'en souvient tous, qui est un héros et qui 48 heures plus tard, donc on apprend, il est un zéro pour reprendre le cliché, on apprend donc cette nouvelle qu'il est dopé et tout. Et moi, je suis une verte recrue et j'anime le résumé. Donc, une de mes tâches cette journée-là, c'est d'aller interviewer Richard pour qu'il me parle de Ben Johnson. Et là, je me dis, bon, le grand Richard, tu sais, c'est un peu intimidant, je vais y aller, bon, je prends mon courage et tout ça. Et je me souviens, pendant cet homme-là, cette journée-là, a fait en sorte que j'ai cru en la carrière que j'ai eue. Il y a eu un impact très important sans même le savoir, parce que j'étais impressionnée par sa façon de répondre. C'est comme si la connaissance venait de source. Tous ces noms qu'il me disait, toutes ces choses, c'était d'une aisance incroyable. C'était évidemment bien dit, bien fait. Et je le regardais et je me disais, waouh, c'est ça l'expérience. Et au lieu d'être découragée, je me suis dit, quand j'aurai son expérience, je serai moi aussi capable de faire ça. Et ça a été pour moi une immense motivation. Ce petit moment-là, ça a duré quelques minutes, mais de voir le professionnalisme devant moi comme ça, ça a été vraiment révélateur. Moi, quelques mois plus tôt, aux Jeux olympiques de Calgary, je suis chef d'antenne à la radio de Radio-Canada. La radio avait obtenu la présentation des Jeux olympiques qui étaient présentés à la télévision dans un autre réseau. Après une compétition de ski alpin, C'était l'une de ses spécialités. Qui était l'une de ses spécialités. Une de ses nombreuses. De ses grandes spécialités. Je dois dire, je referme rapidement de parenthèse, quelques jours plus tôt, je me présente au studio, où j'y passais quand même 14 bonnes heures, et je vois Richard penché sur un cahier qui fait presque 1 mètre de largeur, et au crayon de plomb, pour les gens de notre génération, au HB, il est à remplir les statistiques de chacun des athlètes qui vont participer
participé à la compétition du jour. Je referme tout de suite la parenthèse. Donc, après la compétition de descente gagnée par Pierman sur Briggen, on me met en communication avec Richard. J'ai dit, Richard, on a besoin d'un résumé pour l'émission de ce soir. Il me répond, tu désirais combien de temps? Et moi, là, je suis complètement à l'extérieur de ma compétence, hein? Je lui dis, bien, écoute, tu prends le temps que tu veux, tu prends le temps que tu veux. Et il y en a été un petit peu froissé. Ça dure 21 minutes. 21 minutes, le résumé de la compétition de descente, où vous avez droit à l'histoire de la descente en ski alpin, en France, en Autriche, en Suisse et au Canada. Et tout comme Marie-Josée, je me suis dit, bon, on commence quand? Il était, je dis souvent de vous, Paul, que vous êtes une encyclopédie de statistiques, mais lui, il était l'encyclopédie des encyclopédies. Là. On n'apprend pas les chiffres par cœur pour rien. On ne se prépare pas aux Jeux olympiques, c'est une question de cœur. Et Claude a été témoin d'une compétition qu'on s'est livrée, Richard et moi, où on ne donnait que des chiffres, vrai ou faux, et il fallait associer... Un nom? Un nom. Je donne un exemple. Richard, 5,70. Record du monde à la perche, Dave Roberts, à un mois des Jeux olympiques de Montréal. 94,58. Miklos Nemeth, lancé du javelot, médaille d'or Montréal, record du monde. Et quand on regarde ça de l'extérieur, oui, ils sont fous, même de l'intérieur, ils sont fous. Et c'est ça, c'est que ça ne s'apprend pas par cœur, la veille comme un examen. Hein? Tu t'improvises pas spécialiste. Non, c'est qu'il avait la capacité de rendre tout simple. Ça avait l'air simple avec Richard. C'était un long processus qui fait qu'il était capable, dans un 5 000 mètres, et son plus grand fantasme aurait été d'être champion olympique du 5 000 ou du 10 000. Et moi, je disais tout le temps, Richard aurait dû être champion olympique du 10 000 parce que ça dure 2 fois plus longtemps, ça aurait été plus célèbre. Et il avait les temps de passage, il avait la courtoisie de laisser Joe Maléjac donner les temps de passage, ou moi, quand j'ai fait son analyste à Barcelone, il les savait lui-même. Il se tournait vers nous en disant, ça a l'air de quoi comme train? Il le savait que le train était lent, que le train était pas rapide. Et j'oublierai jamais, et c'est pour ça, moi, un moment d'émotion de Richard Garneau. En athlétisme, quand on arrive au dernier tour du 10 000 mètres ou du 5 000 mètres, dans n'importe quelle course, il y a un officiel qui actionne une petite cloche. On avait tenté de remplacer ça par un bruit électronique. On est revenu à la cloche, Dieu merci. Et Richard Garneau, dans une boîte de commentateurs, quand ça faisait ding, 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 et qu'il y avait 3 Kenyans, 3 Éthiopiens, 2 Marocains, qui partaient à l'épouvante, ils se levaient, on était transcendés, transportés par Richard, par sa passion, jusqu'à la ligne d'arrivée. Viren, quand Viren a fait 2 fois 5 000, 10 000 à Munich et à Montréal, Richard était transporté par l'événement. Il était une classe à part, on s'entend là, quoi qu'il fasse, au hockey, dans les Olympiques, 23 Jeux olympiques, les cérémonies d'ouverture ne seront plus jamais les mêmes, en tout cas, désolé pour ceux qui vont être pognés pour les faire, là, mais les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques, sans Richard Garneau, il nous manque une mémoire vivante, mais il était dans une classe à part, mais ce qui est fantastique, c'est qu'il était dans chacune de ces disciplines-là. Dans n'importe quoi qu'il faisait, y compris avant d'arriver dans le sport. Oui, mais c'était un homme merveilleux dont la plus grande qualité était le sens de l'émerveillement. C'est ça. C'est le conseil qu'il nous donnait régulièrement. Ne perdez jamais votre sens de l'émerveillement. Donnait ce conseil-là. René Le Cavalier disait, je vous l'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, quand je cesserai de m'émerveiller, je quitterai ce métier-là. Et Garneau était toujours très émerveillé. Mais moi, je veux revenir à la passion, non seulement de son métier, mais de l'athlète lui-même. Avec Larry Eldridge et Jean-Paul Baer, ils ont créé le CENA, le Centre d'entraînement national des athlètes. À Ville-Saint-Laurent, au Canada. Je me suis entraîné là, moi. Mais oui, elle a fait ça en hauteur. Et il a aidé beaucoup à l'évolution de l'athlétisme, de ce sport-là au Québec. Il a été président de la fédération. Il a couvert les Jeux le tennis à Wimbledon.
il partait avec François Godbout, son grand ami, que je salue d'ailleurs et à qui j'offre toute ma sympathie. Ils partaient tous les deux, puis ils s'en allaient à Wimbledon, puis ils couvraient tout cet événement-là. Mais il faut dire qu'à l'époque, Radio-Canada était une vache à lait, c'était extraordinaire. Alors on appelait le directeur, puis il y a de la pétanque à quelque part, puis allez-y. Mais lui a tout couvert ces événements-là, et il en a profité au maximum, mais on était toujours rivés à l'écran quand Garneau était à l'antenne pour écouter ce qu'il disait. Tous les athlètes à qui on a parlé ce matin ont tous dit la même chose. Pour eux, Richard Garneau, c'était une planche de salut. Ils se laissaient aller quand Richard Garneau leur parlait, parce qu'ils sentaient, qu'ils savaient autant ce qu'eux vivaient que ce qu'ils avaient besoin de dire au public. Exactement. Paul, vous allez vous en souvenir, les rencontres d'athlétisme au Forum. C'était pas extraordinaire, alors, ça? En Ferraille, Forget qui nous occupait, contre Tarmac et Abramov. Ça pouvait se terminer à 1h30 du matin. C'est vrai, ça t'emportait interminable. Richard était littéralement transporté à 2h du matin. Quand on quittait le Forum, il en parlait encore. Il était encore ému par ça. Comprenez-vous? C'est ça, là. C'est pour quelle course qu'il a pleuré? Il a pleuré sur une course. Ça doit être Guillaume Leblanc. Guillaume Leblanc. On va lui parler cet après-midi. On pleurait tous les jours, on pleurait les poches aux larmes. Mais Barcelone toujours. Laissez-moi vous raconter ça. Bruni Surin est en finale du 100 mètres. Il n'est même pas connu, Bruni. Oui, il est connu en athlétisme. Il est dans le couloir numéro 1. Moi, je tiens plus en place, je suis sur le bord de l'évanouissement. Et Richard... Comment ça, d'ailleurs? Comment ça? Et là, c'était sur lui. Richard, il est fébrile, il part de même, parce que c'est la finale du 100 mètres. Et Surin, je le dis affectueusement, le salaud, même pendant 60 mètres, dans le couloir numéro 1, il est en train de voler la course à Linford Christie, à Frankie Fredericks et à Dennis Mitchell. Et on dit, c'est avec un de chez nous qui va gagner le 100 mètres olympique. Et puis, Bruni craque dans les 40 derniers mètres et finit 4e en 2,09. Et Richard dit, c'est un gars de chez nous. Il a dit la même chose avec Raymond Lebrun à la fin des cérémonies d'ouverture de 76. Un monument de la description. J'espère qu'on pourrait rendre un jour la description de Raymond Lebrun et de Richard Garneau qui laissait parler l'image et tout. Et Richard était très ému, et Raymond Lebrun aussi aux larmes à la fin. Et puis il a dit, parce qu'il disait toujours mon vieux. Il nous appelait toujours mon vieux. Moi j'avais 18 ans à l'époque, il m'appelait mon vieux. Mon vieux, c'est chez nous ça. Hey. Guillaume Leblanc sera ici aujourd'hui. Vous pourrez entendre sa vision et sa version des choses. D'ailleurs, il y a plein de gens qu'on va continuer d'entendre en témoignage. Et ceux que vous n'entendez pas ou que vous avez ratés, si vous voulez bien, on va aller voir Alexis de l'Enfer, parce que sur le web, Alexis, c'est vraiment pas les témoignages qui manquent. Ça pleut depuis ce matin. Tout à fait, Louis. Et c'est une preuve bien concrète que M. Garneau transcendait bien des frontières, bien des barrières, celle de la langue et celle des générations ce matin. Vraiment, toutes générations confondues, on s'exprime sur son œuvre et sur le personnage lui-même. Mais commençons, si vous le permettrez, si vous le permettez, par les gens qui sont les plus proches de M. Garneau. Et elle est belle, cette photo. Et elle est belle, cette photo. Et le commentaire est beau. C'est ça, le commentaire est tout simple, mais il dit tout, finalement, de l'amour d'un fils envers son père. C'est Stéphane Garneau, notre collègue de la radio également. Pour moi, c'était tout simplement papa. Alors, ce papa, cette photo, la photo qu'il a choisie pour illustrer ce qui représentait pour lui, c'était cette photo. Peut-être que nos invités pourront ultérieurement nous préciser à quel moment. 76. Et puis voilà. Si on continue, Hull va nous dire à quelle heure. Et on va poursuivre, chers amis, si vous le voulez, avec Mathilde Garneau, petite fille de Richard Garneau, qui a écrit « Mon papy est le plus beau, le plus fort, le meilleur, je t'aime, Richard Garneau ». Alors voilà pour ces commentaires de la famille proche, mais bien évidemment, ça va au-delà de la famille. Il y a les Québécois, les Canadiens un peu partout au pays qui s'expriment via les médias sociaux. Cet homme qui vit depuis 1957, nous avons tous été dopés par la finesse et l'intelligence de Richard Garneau. Le sevrage sera difficile. Beaucoup de formules très jolies qui illustrent l'affection qu'avaient les gens et l'admiration qu'avaient les gens pour Richard Garneau. Merci, M. Garneau, pour tous ces moments d'exception. On dit qu'il n'y a personne d'irremplaçable. Je ne suis pas convaincu de cet autre internaute. Et ils sont beaux, les témoignages. La voix qui a marqué tant de mes souvenirs. Il est jeune, on le voit par la photo. Tant de mes souvenirs sportifs s'est éteinte. Il rendait noble tout ce qu'il nous décrivait. Merci, M. Garneau. Et celle-ci, ça c'est le scénariste Daniel Thibault, qui est très prolifique sur Twitter. Il n'avait pas le droit de mourir, Richard Garneau. Il part avec une partie de mon enfance.
beaucoup de références à l'enfance, aux souvenirs, à la nostalgie. Denis Coderre, grand fan de sport, évidemment, et de hockey. Richard Garneau fut au sport ce que Jean Béliveau, par exemple, est au Canadien de Montréal, un grand, un modèle, un mentor, un ambassadeur, un monsieur. Cette analogie, chers amis, avec Jean Béliveau, on la retrouve beaucoup. Ce sont deux amis. Deux amis, ouais. Et c'est ça, et même élégance, le physique également, un peu la même prestance, c'est ça, le même âge, la même génération. Richard Terrien, critique télé, qui écrit aussi, j'ai parlé pour la dernière fois à Richard Garneau l'été dernier pour les Jeux de Londres, croyez-moi, il a eu la flamme, et ce, jusqu'à la fin. Véronique Cloutier qui souligne aussi sur Twitter ce matin, Richard Garneau devait être notre invité dans 2 semaines pour l'émission Les Enfants de la télé, mais nous avons annulé lorsqu'il est entré aux soins intensifs il y a 10 jours. Une autre illustration du fait que Richard Garneau, la fougue, l'énergie, la volonté de parler de ses passions, ben, il l'a eu jusqu'à tout récemment. Jeff Molson, on le sait, président donc, des Canadiens, mes sympathies à la famille de Richard Garneau, un homme de grande classe, un ambassadeur du sport et du Canadien. Et je vais aussi, évidemment, vous souligner le fait que l'Organisation des Canadiens rendra un hommage à M. Richard Garneau mardi, avant le match où les Canadiens affronteront les Panthers de la Floride, en espérant qu'ils auront une petite victoire. Attendez une seconde, Alexis. Oui. Paul veut rajouter quelque chose? Ce que je voudrais dire, et je sais que Claude est au courant de ce projet dont on avait parlé avec Serge Arsenault depuis très longtemps. Il est grandement temps que Richard Garneau soit reçu de l'ordre de la médaille olympique. Absolument. Pour service rendu. Jean-Paul Baer a essayé beaucoup aussi. On a tenté, Jean-Paul Baer était là-dedans. Serge a dit, il faut se mettre là-dessus le plus rapidement possible. Alors oui, il est au temple de la renommée du hockey, mais il se doit également d'être à Lausanne, au CIO, et recevoir la médaille de l'ordre olympique. Et je tiens à souligner qu'il y a un commentaire qui revient souvent à cet égard dans les médias sociaux ce matin, c'est Paul Hall qui connaît le sport olympique, qui aurait demandé à M. Aubu, effectivement, que M. Garneau, qu'il ait une forme de reconnaissance de Richard Garneau à ce stade-là. Ça fait beaucoup de Twitter, tout ça, et c'est normal parce qu'on communique beaucoup comme ça dans des situations. Mais il y a aussi des pages web où on peut aller vraiment revoir. Et ça m'a frappé ce matin parce que sur les pages de Radio-Canada.ca, il y en a des affaires de Richard Garneau. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a une abondance d'informations, d'images, de témoignages. Et pour revoir finalement ce qu'a été l'œuvre, l'homme est derrière cette œuvre également. Alors voilà, des témoignages touchants, des entrevues et aussi une biographie évidemment qui a été faite pour lui, pour émettre des commentaires, pour continuer à faire part de votre attachement envers Richard Garneau. Sachez aussi que nos amis de Culture Physique, l'émission animée par Robert Frodier à la radio, ont mis leur page Facebook à votre disposition, tout comme la page de Radio-Canada pour que vous exprimiez tous vos vœux et aussi vos pensées sur ce grand homme, ce grand collègue qui nous a acquis. Merci beaucoup, M. Delancer. Et je retourne tout de suite à Québec, où se trouve toujours Alain Goldberg, pour entendre, parce que c'est difficile, c'est ingrat, vous êtes à Québec, c'est difficile d'enchaîner la conversation. Mais qu'est-ce que vous avez rajouté à tout ce qu'on est en train de dire, là, nous? D'abord, ce que vous dites est passionnant. On est captif de toutes ces histoires extraordinaires, et entre autres, une qui m'est arrivée avec Richard quand on était à Salt Lake City, et qu'il y avait l'histoire avec Marie-Reine Legougne et puis Bereznaya Sekaroulidze et Salé Pelletier. Vous savez, cette controverse, à un moment, je commence à m'esclaffer en disant que c'était inique, c'était un flagrant délit de malversation. Et là, il y avait Richard qui me tirait sur la manche pour me calmer et me ramener à la normale et me dire « Alain, calme-toi », parce qu'il savait que j'allais trop loin. Il savait avoir le bon dosage, ce qui est très difficile quand on fait ce travail-là. Il était toujours avec le mot juste et le mot exact. Et je sens encore sa main qui tire sur ma manche pour me dire « Calme-toi, calme-toi ». Avant de faire le tour de la table sur le sujet, je commence par vous. C'était un gentleman, nous disait Lise Payette ce matin, un homme d'une grande culture. Il parlait plusieurs langues, il était capable, partout où il allait, d'être curieux, d'aller chercher. Vous alliez aux Olympiques, mais lui, il allait en voyage aussi dans ce pays-là pour en savoir plus. C'était vraiment quelqu'un de... Puis le mot que je cherchais ce matin, je pense que c'est complet à tout point de vue. Il était très éclectique en fait. C'était un homme qui avait une science immense dans beaucoup de domaines, une connaissance en musique classique, en musique actuelle, en jazz. Il aimait vraiment beaucoup de choses très différentes et il ne nous faisait jamais sentir toute la connaissance qu'il avait. C'est-à-dire qu'il avait cette connaissance-là et il ne s'en servait pas pour écraser quiconque. Au contraire, il s'en servait presque pour nous mettre à égalité avec lui, ce qu'on n'était pas bien entendu, mais qui nous faisait croire. C'est un grand menteur à sa manière de nous faire croire qu'on était grand alors que c'était lui le plus grand. J'ai beaucoup entendu ça ce matin.
Ouais. La plupart des gens ne répètent pas. Ce que j'aime de ce qu'Alain vient de dire, c'est il dit qu'il m'a ramené au bon dosage. Et je me suis toujours posé la question, comment on peut traverser un métier comme celui-ci pendant 60 ans et toujours faire l'unanimité? Mais je pense que c'est justement ça la bonne réponse. Il a toujours su bien doser. Ne jamais trop s'exciter en ondes, ne jamais trop prendre parti, mais toujours donner l'information, toujours bien préparer. Écoutez, 60 ans de carrière dans un métier comme le nôtre, d'abord, il faut s'adapter, les choses changent, mais il faut aussi être capable donc de continuer à donner cette qualité-là pendant toute cette période. C'est tout à fait unique. Je me souviens très bien, après la présentation de reportage, je crois que c'est des Jeux de 1984, la plupart des commentateurs et commentatrices à l'antenne de Radio-Canada... Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il y en avait très peu, mais il y en avait. Je me souviens de Marie-Josée Turcotte. 84, non, moi, j'étais pas là. Non, mais à Los Angeles. Non plus. J'ai commencé en 88, moi, les premiers. Calgary. Ouais. Alors, vous auriez dû demander à Paul. Tout ça, c'est peu importe. Mais alors là, on évaluait le travail d'un peu tout le monde à Radio-Canada et on arrive à Richard Garneau et j'ai été tellement fâché, frustré. On dit Richard Garneau, égal à lui-même. Égal à lui-même. C'est ça le problème. On n'a jamais reconnu Richard parce que Richard aimait s'effacer. Mais je vais vous dire une chose. Dans le film officiel des Jeux olympiques de 1976, À hauteur d'homme, qui est réalisé par un cinéaste formidable, Brault, de chez nous, ils ont gardé, pour le film mondial, Garneau-Maléjac, 5000 mètres, il reste 200 mètres à faire dans le 5000, et Lassé Viren s'accroche désespérément parce qu'il y a deux Kiwis derrière lui, Quack et Rod Dixon, et il y a un Allemand qui attaque dans le virage à 200 mètres de l'arrivée. Et c'est resté dans le film officiel, et vous avez Maléjac qui avait de la difficulté toujours avec ses... Il y avait toujours de la buée dans les jours. Et il est là, mais qui est bon Richard? C'est Ullmann, c'est Ullmann. Et Richard, ça, je vais le dire, c'est Hildenbrand, c'est Hildenbrand. C'est resté dans le film officiel, et tout à coup, Hildenbrand vient chercher la médaille de bronze en se laissant tomber sur le tapis. Et là, ça finit par... C'était Klaus-Peter Hildenbrand. J'avais raison, chose. Et c'est resté dans le film officiel. C'est resté dans le film officiel. Dites-moi pas que ça m'a pas fait époque. Ça ne m'a pas touché. Dites-moi pas que c'est pas la passion, ça. Et on ne se rend pas compte, c'est des heures et des heures et des heures d'antenne des Olympiques. La description, mais vous, on s'en rend compte, vous en faites, vous le savez. Mais je veux dire, les gens ont cette vision du métier qui est souvent limitée à un extrait, un résumé, bon. Mais quand vous êtes là, et lui, il y avait cette énergie qui montait au fur et à mesure. Quand vous dites qu'il était sur le bout du bureau, c'était la plupart du temps. Oui, je peux vous dire qu'à 6 pieds 5 pouces, il prenait de la place. Où les genoux lui bougeaient partout sur la table, puis nous retenaient. Mais moi, la chose qui m'a le plus impressionné, la première fois où j'ai travaillé avec en athlétisme, il était mon analyste. Ah! Moi, j'avais pris le poste de descripteur et il était mon analyste. De voir arriver ce gars-là avec 3 gros cahiers à anneaux, épais comme ça. Il y en avait épais comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, Richard? Mes statistiques. Mais comment des statistiques? Je dis, regarde, moi j'ai un ordinateur. Mais je connais pas ça. Il était pas capable de se servir d'un ordinateur. Toutes ces statistiques étaient là, écrites au crayon HB, comme disait René tout à l'heure. Et à chaque fois qu'un athlète franchissait un fil d'arrivée, il changeait des statistiques et des dates. C'était incroyable, il faisait ça à la main. Il était comment au hockey? Oh, voilà. Pardon? Au hockey, il était comment? Très bien. Oui, je sais. Oui, mais, bon. Non, mais je veux dire, c'était pas... René avait une façon de travailler qu'il nous avait transmise. On allait voir le coach avant, le coach de l'équipe adverse, quels seront tes trios. Alors, c'était, mettons, pour Canadien, Lemaire avec Schott et Lafleur. Alors, il disait, je me fie aux joueurs de centre, sachant que les deux alliés vont être là. Mais il disait, fais attention, par exemple, Bowman change ses trios. Mais c'était sa façon de travailler, mais il y avait plein de statistiques après pour chaque joueur, et puis plein d'anecdotes. Puis l'époque n'était pas la même. L'époque n'était pas la même. On décrivait. Son frère Pierre fait un travail extraordinaire en donnant des statistiques, l'origine du gars, quelle heure il a fait la veille et tout. Mais Claude, ce que tu dis est intéressant, parce que Claude a fait la description, René a fait la description des matchs canadiens. Décrire un match de hockey, c'est aussi se développer un style, une personnalité. Voilà. Je dirais, je ne suis pas objectif, mais quand même, que mon frère Pierre et Claude sont plus dans le style
le cavalier. Oui. Dans le sens que, et c'est tout à leur honneur que je dis, mais Richard a développé un style, lui, qui était très différent de René Le Cavalier, tout en étant son propre style, comprenez-vous? Un peu comme René. René avait ce style. Et René avait ça. Ça a été son premier conseil. Oui. Là, je vous ai parlé de notre rencontre après 2 ou 3 mois, là, au début de la saison 1990. Il est venu me voir, puis il a tellement insisté. Et je voyais qu'il appréciait la présentation des matchs à la radio. Puis il m'a dit, tu sais quoi, ne change jamais cette approche d'être fidèle à ta personnalité et ne perds pas le sens de l'entraînement. Sois toi-même, il insistait beaucoup. Au hockey, il avait une horreur de la violence au hockey. Oui, ça, je me... Une horreur. Il y a un moment qui a défini sa carrière de descripteur de hockey avec Gilles Tremblay. C'était la fameuse demi-finale contre Philadelphie en 87, où les bancs se sont vidés avant même le début du match, qui a été retardé d'une demi-heure entre les Flyers et le Canadien. Claude Lemieux était impliqué et tout ça. Et Richard a fait un éditorial au début où il aurait pu, ça aurait été facile de tomber dans la complaisance et de dire c'est une véritable horreur à laquelle nous avons assisté ce soir. Non, il a été fidèle à lui-même, il a laissé parler Gilles Tremblay, mais il a d'abord dit nous avons vu là ce soir une disgrâce pour un très beau sport qui fait partie de notre culture et qui s'appelle le hockey sur glace. Et il n'y allait pas de même ordre lorsqu'il décrivait un joueur. Il y avait un joueur qu'il détestait, Richard, c'était Dennis Extall, des North Stars du Minnesota, parce que c'est un joueur dangereux. Et Richard ne ratait jamais une occasion de dire que ça, c'était un salaud. C'était allé loin pour lui dire ça. Oui, Il avait dit à la radio, il avait dit, et là, un coup, un dardage salaud de Dennis Extall. Et on pouvait l'imaginer sur la rampe en disant « Mais Claude vient de dire que c'était d'aller loin pour lui. Effectivement, personne ne pense à Richard Garneau comme quelqu'un qui s'emportait... la mesure. Oui, la mesure. Mais personne n'avait rien de mal à dire. Il y avait des défauts, ce gars-là, non? Il y en avait sûrement. Sûrement, mais nous, on ne s'est pas vu. Des fois, il perdait un peu patience dans la vie privée. Là. Moi, je l'ai côtoyé beaucoup, puis je l'ai taquiné beaucoup, puis quand j'allais des fois un peu loin, il perdait patience, il se fâchait, mais ça prenait 20 secondes, puis il était revenu l'homme qu'il était. Mais c'est parce qu'il avait une petite surdité de l'oreille droite. On faisait exprès pour prendre place à sa droite, on lui disait des choses. « Il t'entend rien! » Il ne m'a pas parlé. Et on avait beaucoup de plaisir. Là où je voulais en venir, c'est que quand on fait des témoignages comme ça pour les disparus, évidemment, les gens disent, on sait bien, ils ont juste du bon à dire de lui. Bon. Mais dans son cas, c'était, ce matin, non seulement c'était unanime, mais ça se recoupait. Tout le monde pense la même chose du bonhomme, qui est un grand monsieur qui avait ce sens professionnel et personnel sans faille, ou à peu près. Mais ça, avec son départ, c'est vraiment toute la fin d'une époque aussi. Oui. Parce que quand moi je suis arrivée au sport à Radio-Canada à Montréal, c'était en 1985. Donc déjà, j'ai vécu la fin de cette époque-là. Des gars comme Claude, comme Richard, ont vécu l'époque où il y avait jusqu'à une trentaine d'heures de sport par semaine à Radio-Canada. Ça pouvait aller jusqu'à une quinzaine d'heures juste dans une fin de semaine. 2 matchs de hockey par semaine. Il y avait le héros du samedi, le samedi matin. Il y avait l'univers des sports tout l'après-midi qui était en direct de partout dans le monde. Il y avait la soirée du hockey. On faisait tout à l'époque. Il y avait le football canadien, le football américain. On faisait tous les jeux du Québec, jeux du Canada. Est-ce que vous avez fait les héros du samedi? Oui. Richard? Oui, absolument. Je pense qu'il m'a déjà interviewé. Il a même fait l'heure des quilles. Non, ça je crois pas. Nous avons tous passé par l'heure des quilles. Il a fait l'heure des quilles, je crois. Oui, monsieur. Il n'a jamais fait la lutte professionnelle. Non, on n'en faisait pas. Il avait une anecdote sur la lutte professionnelle. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Il y avait une anecdote sur la lutte professionnelle. Pardon? Il y en avait toute une anecdote. Te rappelles-tu ça, l'anecdote? Non. Sur la lutte professionnelle? Sur Coconut Willie? Entre autres, mais c'est pas celle-là. Richard aimait compter. Imaginez Richard dans un contexte de lutte de Maurice Vachon. Pas qu'il était admirateur de Maurice Vachon, parce qu'il avait gagné une médaille de bronze aux Jeux d'Empire, oui. Les anciens Jeux du Commonwealth. Richard racontait qu'il y avait un annonceur à Québec qui présentait les lutteurs, et c'était l'arrivée d'Édouard Carpentier, un gymnaste, bon, et tout ça. Et Richard l'a compté, je ne sais pas combien de fois celle-là, quand on attendait parce qu'il pleuvait et qu'il y avait du retard. Il dit, il y avait un annonceur à Québec qui s'était présenté dans le ring qui avait dit « Dans le coin bleu, pesant 252 livres, Gérard Dugas, puis là, il mentionne de Saint-Boniface, Québec. »
Et dans le coin rouge de Paris, France, Édouard Carpentier. Il retourne au coin bleu et il dit « Et de Paris-Site, Gérard Dugas, 258 000. » Richard la comptait, mais avec, vous savez, son langage très peu châtié. Alors, c'était tellement drôle quand il comptait celle-là. De Paris-Site, il pèse 250 000. Non seulement, les filles, je ne savais pas, mais il a fait de la publicité. Oui, Il a fait, la publicité en direct. on disait tout à l'heure annonceur au début, forcément, il a même été Monsieur Télévision. Ben, c'était pas Monsieur Télévision, Le plus bel homme du Canada. Oui, ça, les Paillettes en est très fiers. Elle dit qu'il aurait déjà été élu chaque année. L'artiste de l'année. Oui, c'est ça, il a été l'artiste de l'année et l'annonceur de l'année dans les années 50. La publicité se faisait en direct et lui, il faisait une publicité pour une voiture, disons, Ford à l'époque, pendant la famille Plouffe. Et on lui donne le top, et puis bonjour, bonsoir, ici Richard Garneau pour vous parler de la nouvelle Galaxy. Il devait ouvrir la portière de l'auto, et les techniciens avaient tout barré. Jetez un coup d'œil à l'intérieur. Il essayait de l'ouvrir. On peut voir à travers. Et il racontait ça avec beaucoup d'humour. Il a renié une chose qu'il a faite dans sa carrière. Oui. L'annonce de Dumouriez. René, avant même que je le dise, René avait accroché. Parce que Richard, avec Claire Gagné. Avec Claire Gagné, il s'est détaché de la cigarette très rapidement, bien avant que ce soit un produit dangereux. Et bien avant que ce soit la mode d'arrêter. Voilà, il s'est mis à courir par la suite. Il disait tout le temps, enfin il disait tout le temps, bon vieux, je peux pas croire que j'ai annoncé à Dumouriez. Et là, avec l'arrivée de l'Internet, c'est sur YouTube. Tout le monde peut aller la voir. Alain Goldberg est toujours à Québec. Il va falloir, parce que le temps file, commencer à penser au mot de la fin. Je commence par vous, M. Goldberg. Ben, vous savez, ces derniers temps, il s'était très bien adapté à l'Internet. Il avait un iPad, il travaillait avec les moyens modernes et il préparait à chaque fois autant le travail que par le passé. Et il était extrêmement préparé. Et alors, il avait un petit jeu quand on était en onde, c'était de dire écoute, je vais t'en poser une bonne. Alors, je m'attendais à ça, j'étais en train de travailler, je commentais, et en plein milieu, il me demandait qui était le 3e patineur en 1926. Ah, vous pensez bien que j'étais sur les dents, j'avais pas la réponse, et dans sa grandeur, tout d'un coup, il me livrait le nom, là. Et quand il faisait ça, je ne riais pas, lui était hilar, mais pour moi, pas du tout. Et au fur et à mesure que je commentais, comme il me laissait beaucoup de place, il notait chacun des sauts ou des éléments qui étaient faits, et après, il manquait pas de me cuisiner sur chacun des éléments que j'avais dit, au cas où j'aurais commis une erreur, où il avait remarqué, lui, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, il était très au point et très méthodique, et ça ne paraissait pas. Alain Goldberg, ça casse le party, mais je vais vous faire mes condoléances, mon ami. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous ce matin, cet après-midi, et pour la suite des choses, je suis certain qu'on va entendre beaucoup de belles et de bonnes choses de votre ami Garneau. Merci beaucoup à vous tous. Merci, M. Goldberg. Au revoir. Ben oui, le temps file, mais je voulais quand même qu'on... Rapidement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il a écrit des livres. Des livres pour enfants. Antoine Richard. Oui. Qui était d'abord et avant tout, se voulait être une série télévisée. Et c'est Jean Bissonnette qui l'a convaincu d'écrire plutôt un livre, de transposer en roman. Et c'est devenu un roman un peu biographique de sa vie à lui, mais un peu de l'histoire du sport à Radio-Canada et de sa carrière télévisée. Et il a écrit aussi un essai, Virage dangereux. Ouais. Il y a bien sûr un jeu de mots, Virage dangereux, qui raconte aussi un peu ses souvenirs qu'il avait de tous ces Jeux olympiques et de l'escrime, parce qu'il avait connu Sigrid Châtel et toute cette époque-là. Il écrivait très bien. L'athlétisme, c'était son petit côté... C'était sa préférence. D'abord et avant tout l'athlétisme et ensuite le hockey. Et je mettrais peut-être le tennis et le ski alpin aussi. Le patinage artistique, il est tombé en amour. Il est tombé en amour avec le patinage artistique et je crois savoir où et quand. Ah bon? Quelle heure? En 1994 à Lillehammer. Oui. On est au cœur du scandale. Nancy Kerrigan, Tanya Harding. Et à un moment donné, une fois, apparaît dans la cabine de description chez les Allemands Katharina Witt, qui a gagné 2 fois la médaille d'or, qui était cette femme qui recevait des lettres d'amour. Et il parlait très bien allemand, Richard. Et on lui a présenté Katharina Witt. Et je pense que c'est là qu'il est tombé en amour avec le patinage. Avec Katharina ou le patin, c'est ça, Yann. Mais ça fait une belle carrière. Et vous savez, pour l'athlétisme, qu'est-ce qu'il disait tout le temps? Il citait Jean Giraudoux, quand même. Et il disait, Giraudoux disait toujours,
L'athlétisme est aux autres sports ce que... Non, il disait... Attendez, je viens le... Oui, tant qu'à le citer, ça. Il disait, l'athlétisme est aux autres sports ce que la géométrie est aux mathématiques. Jean Giraudoux. Il dit que ça part toute une description. Juste pour vous montrer comment il avait de passion et d'ouverture, moi je l'ai entendu dire il y a à peine quelques années, mon Dieu, si j'étais plus jeune, mon sport, ce serait le cyclisme. Parce qu'il a fait aussi les Tours de France, il a fait des tours de vélo et il s'est passionné également pour le cyclisme. Donc, il y avait toujours cette ouverture d'aller découvrir de nouveaux mondes et de s'y intéresser. Et il le faisait toujours, évidemment, à 100%. D'ailleurs, il nous a fait découvrir le Tour de France d'une autre façon, avec Arsenault qui nous l'a présenté à d'autres télés de façon vraiment moderne, nouvelle. Et on est tombé en amour avec le Tour, et même si avec le Tour, il y avait d'autres problèmes. C'était très touristique aussi. Oui, et on voyait là, justement, tout son intérêt, toute sa culture, toutes ses connaissances. Il y avait vraiment, quand je disais complet tout à l'heure, c'est un grand monsieur qui, finalement, va tous nous manquer atrocement, ne serait-ce que en ne l'entendant plus à la radio et en n'ayant plus cette mesure. Parce qu'on a tendance à la démesure de nos jours. Hein? Oui, c'est vrai, on a tendance à ça. Mais moi, j'ai eu le bonheur de partager depuis quelques années plusieurs repas en compagnie de Richard. On prenait des repas chez Miville ici. Et je vous dis, je vais rester jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai un souvenir impérissable de ces rencontres où un aussi grand homme s'est montré autant généreux envers les collègues, envers le sport particulièrement. On dira que c'est votre mot de la fin, René Potier. Merci beaucoup, Marie-Josée. J'aimerais faire un petit coup de chapeau, moi, à Serge Arsenault, parce que la vie de Serge Arsenault et celle de Richard Garneau est entremêlée, très serrée. Je suis convaincue que Serge est très peiné aujourd'hui. Et si Serge a pu faire tout ce qu'il a fait à la télé, c'est beaucoup grâce à Richard. Et si Richard a pu aussi bien continuer, c'est aussi grâce à Serge Arsenault. Donc, ce mélange... Qui est devenu son employeur. Tout à fait. Alors, ces deux-là, ensemble, ont fait en sorte que Richard aussi a pu cheminer jusqu'à il y a quelques semaines à peine dans ce milieu qu'il adorait tant. D'ailleurs, Arsenault, son témoignage ce matin, c'était, on le sentait dans sa voix, dans ses mots. C'est comme deux frères. Oui. C'était votre mot de la fin, madame. Merci beaucoup. Paulude, votre mot de la fin. Richard avait une mélodie qu'il adorait, qui était l'hymne olympique de Spirou Samara. Ça va comment, ça? Pam, 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 pam. Et Richard devenait comme de la guimauve au moment où on hisse le drapeau olympique à la cérémonie de clôture et qu'on le baisse à la cérémonie à l'ouverture avec nous. Il était profondément ému par l'hymne de Spirou Samara. Et quand l'hymne de Spirou Samara va résonner dans un an à Sochi, ça le chante, que moi je vais faire. Je suis totalement d'accord. Merci, Paulude. Aucune votre mot de la fin. Je suis arrivé ici en 71 à Radio-Canada. J'avais 21 ans. Et c'est lui qui m'a pris sous son aile. Il m'a gardé sous son aile jusqu'à la toute fin. Et je me sens seul. Sur ces belles paroles, Claude Quenneville, Paul Hood, Marie-Josée, M. Potier, merci beaucoup d'avoir partagé vos souvenirs et votre peine avec nous, parce que j'ai commencé comme ça et je termine comme ça. Nous sommes tous en deuil de ce grand prince de la télévision, de la radio, de Radio-Canada, mais du monde du sport en général, celui de l'athlétisme, dirons-nous en particulier, même s'il y avait plein d'autres spécialités. Il faudrait penser aussi à sa famille. Oui. À qui j'offre et que nous offrons tous. Je pourrais les nommer vite fait. Oui. Lucie, avec ses enfants, Feu, Jean, Stéphane, et puis sa fille Catherine, et puis Valentina avec Nina, et puis Julia. Merci beaucoup, les quatre. Merci d'avoir été là. Bonsoir. Vous les avez comptés, il y en a 4. 4 réflecteurs. Juan Torena, le Cubain. Quelle fracture ce sera? Et peut-être assisterons-nous à un record mondial. Juan Torena en tête, Volutu assistera à ses résistants. Attention, Van Damme s'en vient en 3e place. Juan Torena et Van Damme, je crois, qui viennent de Volutu. Juan Torena, 1:43-47. Un nouveau record mondial. Valdemar Kiersinski de la République démocratique allemande, acclamé, ovationné par 72 ou 73 000 personnes. Il est difficile d'évaluer la foule. De toute façon, il n'y a plus un seul fauteuil de libre, ça c'est certain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, à Grenoble, un nom est sur toutes les lèvres. Et c'est celui de Jean-Claude Killy que la presse française qualifie de dieu du sport en France.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Les Expos de Montréal commencent une série cruciale de 4 matchs ce soir à Pittsburgh en disputant les honneurs d'un double aux Pirates. Nous avons connu toute la gamme des émotions dans cette finale du 100 mètres aujourd'hui au stade olympique de Séoul. Joe Maléjac, une course absolument extraordinaire. Les joueurs, en général, sont d'accord avec ce système parce qu'on sait que quand même ça va amener de longs voyages sur la côte du Pacifique, par exemple. Avec nous, évidemment, la grande vedette de ces séries, d'ailleurs gagnant du trophée Conn Smythe. Guy Lafleur, félicitations. C'est un autre honneur. Ça n'a pas cessé cette saison, mais c'est très mérité. Ben, Serge, on te félicite encore une fois, on te remercie de ta visite. Merci. Et puis, prends-en soin. Tu veux t'en prendre une gorgée? Oui, ben un peu plus tard, parce que là, il faut que je me rende au bout de mes entrevues. Moi, je supporte très mal le champagne. C'est très bon, mais tout à l'heure. Bon, ça y est. Ça, c'est toujours... Non, c'est déjà fait, Et ça, tu vois, j'avais pris mes précautions, hein. Ça, c'est toujours des défenseurs qui font ça. Ouais, c'est toujours des défenseurs. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Ces îles, probablement une des scènes les plus disgracieuses dans toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey. On s'attendait à ce que ça se produise un jour. On n'a pas voulu toujours appliquer les règlements à la lettre. Snyder maintenant. Voilà son tir. Bloqué en défense. Le retour. Le tir. Ah, il est vu! Oh, quel jeu de Snyder! Il n'y avait plus d'angle, Richard. La rondelle a touché juste l'intérieur du poteau. Les Canadiens ont gagné leur première Coupe Stanley avant même que la Ligue nationale soit fondée. En 1916, ils ont défait les Rosebuds de Portland 3 matchs à 2 pour soulever la Coupe une première fois. Ils ont répété ce scénario 23 fois au cours de leur premier siècle d'existence pour devenir l'équipe la plus titrée dans l'histoire du circuit et l'une des plus glorieuses équipes dans l'histoire du sport professionnel. La chanson qu'on entendait, c'était la traduction libre et qu'on entend toujours d'ailleurs de grâce. Richard, on en a discuté, j'en ai discuté avec Richard, les sports Richard. Et j'étais d'accord en plus avec vous. Ça m'arrive quelquefois. Ah oui, mais souvent. Cousin Folly et Margalio, qu'on voit en ce moment à l'écran, ne resteront pas là très longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Goldberg? Bienvenue à Sport Week-end. Cette semaine, nous vous présentons la Coupe de Russie que j'aurai le plaisir de commenter en compagnie de mon vieux complice, Alain Goldberg. Moi, je trouve que c'est génial. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il reste pas beaucoup de